nous entendrons la communication de Madame Annie Savard qui s'intitule « Rupture épistémologique de l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Quels sont les défis pour la formation des enseignants? » Alors, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien contente d'être parmi vous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter certaines préoccupations que j'ai à l'égard des programmes et de la formation des enseignants. Donc, ce ne sera pas long, là? OK, je vais tourner. Donc, je vais faire une mise en contexte. Ce n'est pas un projet de recherche que je vais présenter, des données, mais je vais vraiment initier une discussion sur les changements qui s'opèrent et sur les implications de ces changements sur la formation des enseignants. Je m'intéresse principalement au concept d'argent. Donc, vous savez que j'ai un programme de recherche sur la numératie financière et je me suis intéressée sur l'argent. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment l'argent est présenté dans les programmes de mathématiques. Donc, en consultant les programmes de formation de mathématiques du primaire, on s'aperçoit que ça bouge beaucoup. Puis, je suis en train de me demander si le cycle des réformes des années 2000 n'est pas en train de recommencer parce qu'il y a beaucoup de nouveaux programmes qui sont mis à l'essai. On voit des choses un peu étonnantes dans les nouveaux programmes. Donc, on veut placer l'éducation financière, la programmation informatique dans les programmes de mathématiques. Et pour moi, c'est comme si je voyais une tension entre les mathématiques comme discipline formelle et la numératie entendue comme pratique mathématique qu'on utilise dans le quotidien et non pas une numératie dans le sens du nombre. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de ces tensions-là durant la présentation. Donc, voici le programme d'École québécoise qui date déjà de 2001. Il a déjà 20 ans. Donc, on peut se questionner à l'effet que bientôt, il y aura certainement des travaux à moyen terme pour revoir. Donc, si on regarde les concepts mathématiques qui sont circonscrits, on a les domaines de l'arithmétique, de la statistique, de la mesure, de la géométrie et de la probabilité. Ça, c'est ce qu'on a, nous, au Québec, les domaines mathématiques largement reconnus. Si on regarde maintenant du côté de l'Ontario, qui vient de lancer un nouveau programme en 2020, à l'automne 2020. Donc, les domaines, les contenus sont les nombres. Ce n'est plus l'arithmétique, on parle de nombres. On parle d'algèbre. On ne parle pas de statistiques, on parle de données. On parle de sens de l'espace et on a littératie financière. Mais on en a un également qui s'appelle habileté socio-émotionnelle et processus mathématiques mis ensemble. Donc, ce que vous voyez en haut du tableau, là, ça, c'est un domaine mathématique. Bon, déceler, gérer ses émotions, reconnaître les causes du stress. Ça, c'est le point A du programme mathématique de l'Ontario. Bon, moi, je suis très étonnée. Mais bon, continuons la discussion. En Alberta, on a lancé un programme à l'essai et je sais qu'il y a des discussions assez vives à l'effet. Donc, on ne parlera pas d'arithmétique, mais on va parler de nombres, d'algèbre, de la géométrie analytique, de la mesure, des suites, du temps. Donc, le temps n'est pas une mesure, c'est le temps pour lui-même et la statistique. Bon, ça, c'est ce qu'on voit en Alberta tout récemment, là, c'est tout chaud. Si on regarde maintenant du côté de la Colombie-Britannique, 2019, on parle de nombre, on parle d'habileté à effectuer des calculs. Donc, on n'est plus dans l'arithmétique. Le terme arithmétique, c'est vraiment habileté à effectuer des calculs. On parle des régularités, géométrie et mesure ensemble, et données et probabilités ensemble. Ici, on ne parle pas de statistiques, on parle de données. Bon. Donc, vous voyez un peu la tendance là à l'effet que les programmes, on les remanie, mais on est très créatif. Puis là, on n'est plus dans les mathématiques formelles, les non-mathématiques formelles ou les catégories comme la mesure ou la géométrie, mais on déconstruit puis on est créatif. En Australie, on va parler de nombres et algèbre.
mesure et géométrie, statistiques et probabilité. Bon, je suis allée voir en Australie parce qu'il était aussi récent. Donc, voici ce que ma réflexion. Certains concepts mathématiques se retrouvent dans les programmes de mathématiques selon différents domaines. Par exemple, la monnaie ou l'argent peut se retrouver en arithmétique ou bien en mesure. Ça, on le savait, on le sait. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec ces nouveaux programmes-là? Donc, où se situe le concept d'argent dans les programmes mathématiques du primaire? Puis là, on va parler d'argent, mais en réalité, on doit dire la monnaie. C'est un synonyme. En anglais, c'est money, mais nous, on va parler d'argent. Fait que ça va être le mot argent qui apparaît, mais en réalité, dans le domaine de la finance, on va parler du numéraire pour parler de l'argent physique et on va parler d'unité monétaire des devises. C'est ça la monnaie, comme la monnaie canadienne. OK? Donc, je regarde dans le programme du Québec. Où est-ce qu'on parle d'argent? Dans le programme en tant que tel, on n'en parle pas. Le seul endroit où est-ce qu'on en parle, c'est dans la progression des apprentissages, sous l'arithmétique, sans écriture des nombres. Et si vous regardez la flèche, le dernier mot en bas, c'est écrit argent. Donc, c'est pour voir la valeur de position en utilisant du matériel. Donc, ici, l'argent, ce n'est pas un concept mathématique, c'est un matériel de manipulation pour apprendre les mathématiques. Si je regarde maintenant du côté de l'Ontario, qu'est-ce qu'on dit en Ontario? Bien, ça tombe sous le sens. L'argent, on parle de concept monétaire, c'est dans le domaine de la littératie financière. C'est là qu'on va le placer en Ontario. Si je regarde en Alberta, on le place dans les nombres. Et là, on va dire, je donne un exemple ici, là, parce que vous allez voir pourquoi. La monnaie canadienne comprend la pièce de 5 sous, 5 cents, la pièce de 10 cents. Donc, on expose qu'est-ce que c'est la monnaie canadienne. Ça, c'est en première année. En troisième année, toujours dans les nombres, on va dire que les élèves doivent apprendre que le signe du dollar est placé à droite de la valeur en dollars en français et à gauche de la valeur du dollar en anglais, pour développer le sens du nombre. Donc, moi, ce que je comprends ici, là, c'est qu'on travaille le nombre, la quantité mesurée par des nombres qui permettent de compter, d'étiqueter, de comparer, mais on va parler de symboles d'argent ici. Donc, on poursuit. Si je regarde en Colombie-Britannique, bien, la Colombie-Britannique, dans les grandes idées mathématiques, on va parler de littératie financière, on va parler d'argent, hein? La facilité à faire des calculs. OK? On continue. En Australie, sous nombre et algèbre, on a Money and Financial Mathematics. On a les mathématiques financières à l'intérieur du sens du nombre. OK? Et c'est là qu'il est placé. Donc, voyez-vous, là, j'ai un même concept, puis plein de conceptualisations différentes. OK? Je poursuis. Je regarde le programme de Roumanie. L'argent, c'est de la mesure. Donc, c'est dans le programme sous mesure. C'est là qu'on place argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Bien, on a la monnaie physique. Puis quand on va dire le mot monnaie, on va parler de pièces de monnaie, mais dans le langage courant, quand je parle de monnaie, je vais dire hey, « rends-moi ma monnaie, rends-moi mon change ». La monnaie, en finance, c'est une devise. Donc, on voit qu'il y a une polysémie du mot monnaie et l'utilisation du mot argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Bien, du côté de la finance, on dit que c'est une réserve de valeur, c'est un moyen d'échange, puis c'est une unité de comparaison. Regardons un peu plus. En fait, l'argent, c'est une unité de compte qui permet de déterminer la valeur d'un objet ou d'un service. Ça nous permet de comparer. OK? C'est aussi un moyen d'échange qui permet d'effectuer le paiement. Donc, vous voyez mon image, là, sans argent, on est obligé de faire du troc. Mais comment évaluer la valeur des objets troqués et aussi de dire, bien là, moi, je n'ai peut-être pas besoin d'avoir 300 kilos de fraises hein, en échange de l'ordinateur que je vais acheter.
Et c'est aussi une réserve de valeur liquide que l'on peut stocker. Donc, on voit ici là, que c'est une unité de compte qui permet de déterminer la valeur d'un objet ou d'un service. Bien, ça, en réalité, c'est notre aspect mathématique. Un autre aspect intéressant, c'est que l'argent, on va la représenter comme une donnée discrète. Donc, mon 1 $, c'est mon unité de mesure. Et les cents, ce sont les décimaux. Donc, c'est discret en ce sens que j'ai 1 $, j'ai une pièce de 2 $, mais je n'ai pas de pièce de 3 $. Par contre, l'argent, c'est continu. On n'a qu'à voir les taux de change. On voit bien qu'on n'arrête pas après un cent. Ça continue. Donc, dans l'usage, c'est comme avec les secondes. On va s'arrêter à secondes, mais on a des centièmes de secondes, puis on continue. Donc, c'est la même chose ici avec l'argent. On a également de la monnaie virtuelle, donc la crypto-monnaie, les bitcoins dont on entend beaucoup parler, mais il y a d'autres types de crypto-monnaies. Puis, il y a aussi des nouvelles devises internationales. Qu'est-ce que c'est? C'est que là, les gouvernements, ça coûte cher émettre de la monnaie. Donc, on veut changer le système de monnaie pour avoir une monnaie de type crypto-monnaie, mais nationale. On a la monnaie électronique, qui sont des devises légales, des devises nationales légales sur des supports électroniques. Donc, ça peut être une carte de débit, ça peut être un compte virtuel, je peux payer en ligne en utilisant des sites, faire des transactionnels en ligne. Donc, c'est de la monnaie électronique. Et tout ça, c'est du continu. OK? Quand je suis dans le virtuel et l'électronique, je suis dans le continu. Quand je ne suis plus dans le physique, c'est comme ça que l'argent est présenté. Ici, c'est juste pour vous montrer que le gouvernement du Canada cherche à instaurer des monnaies numériques et a lancé un concours. Donc, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Donc, c'est ici, là, c'est pas juste ailleurs. Dans certains pays, on n'utilise très peu l'argent physique pour payer. Ce sont des applications par téléphone. Donc, en Suède, on nous déconseille beaucoup d'utiliser l'argent papier. Même en Chine, vous allez acheter des oignons au marché. Les gens n'utilisent plus de devises, de pièces. C'est que de l'électronique, que sur le téléphone. Donc, il y a une grosse tendance à la digitalisation. Les monnaies sont des systèmes de mesure. Certaines devises ont des décimales, comme les dollars, les euros, les livres ou les yens, mais certaines devises n'ont pas de décimales, comme les yens japonais. Et certaines devises ont 3 décimales, les dinars tunisiens, les rials d'Oman. Donc, vous voyez un peu la complexité. Donc, si je reviens à mon unité de mesure, bien, la mesure, c'est lorsqu'on attribue une quantité à une propriété ou un attribut d'un objet donné. Puis là, on peut mesurer différentes propriétés comme la longueur, le temps, la masse, le volume, le coût. Puis, apprendre à mesurer, ce n'est pas lire un instrument de mesure, c'est vraiment d'établir une valeur. OK? Et de plus en plus, on va avoir des mesures nouvelles. Il faut s'ajuster. On parle beaucoup de octets en technologie. Bien, pourquoi on n'apprend pas les octets à l'école? Parce que c'est quelque chose du quotidien. Donc, c'est des questions que je me pose, en fait. Donc, on a 2 formes de mesure. La mesure représentationnelle, qui est l'attribution d'une quantité à une propriété à un attribut d'un objet physique donné en utilisant des données de mesure. Ça, c'est la mesure physique. Quand je prends une raie puis je mesure un objet. OK? Quand je dis 5 $, c'est 5 pièces de 1 $. Mais j'ai aussi la mesure pragmatique, qui, elle, est beaucoup plus complexe, parce que la construction de la propriété d'un objet en décrivant la manière dont cette propriété doit être mesurée. C'est en d'autres termes, c'est en mesurant que la propriété prend naissance. Par exemple, si je veux déterminer le prix de mon crayon, bien là, je ne peux pas prendre un instrument de mesure puis compter. J'ai plusieurs facteurs à prendre en considération. Le prix que ça m'a coûté à l'acheter, c'est comme marchand, moi, à quel prix je me le procure. Comme fabricant, à quel prix qui me revient à fabriquer. Comment est-ce que je peux réduire mes coûts? Comment est-ce que je peux le vendre tel ou tel produit? C'est la même chose pour du pain que dans une boulangerie ou dans une autre. Donc, qu'est-ce qui fait que le prix est différent au-delà de la sorte de pain, de quel ingrédient ce pain est fait, qui coûte
des choses, des montants différents, parce que parfois, il y a plus d'ingrédients, on met des raisins ou pas, mais même la valeur qu'on attribue au service de faire le pain et de l'endroit où est-ce que je le distribue. Donc, c'est ça la mesure pragmatique. C'est pas juste de dire, ben ça, le crayon coûte $1, mais c'est de dire pourquoi il coûte $1? Qui a déterminé le prix d'1? C'est d'aller plus loin dans notre réflexion de mesure. Donc, moi, je vois des problèmes parce que le concept d'argent, il est présenté comme un système discret, basé sur des objets physiques, sur des pièces, puis des billets de banque. Puis, il sert de contexte pour effectuer des opérations arithmétiques. Donc, ici, je me dis, ben, c'est une rupture entre les rapports au savoir des enseignants parce que l'argent, quand il est présenté, de dire, ben, je présente le signe de dollar avant ou après pour développer le sens du nombre, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Donc, ce que les enseignants savent à propos de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont appris ou non à l'école à propos de l'argent, bien ça, il peut y avoir des changements de paradigme importants. Et ça, je me questionne comment ces changements de paradigme-là peuvent avoir d'impact sur leur posture épistémologique comme ancienne élève. Voici comment moi, j'ai appris l'argent, que ce soit à l'école ou des parents. Voici maintenant qu'est-ce que je dois enseigner. J'élargis la question à les programmes, de voir que la gestion émotionnelle, c'est un domaine mathématique. Bien, moi, j'ai plein de questions, puis je n'ai pas de réponse. C'est pour ça que je voulais présenter ici, parce que je veux vraiment discuter des implications pour la recherche et la formation sur ce qu'on nous présente. Donc, c'est décidé en concertation avec des gens, mais là, c'est atterri dans les écoles, ça l'atterrit dans les écoles. Et là, on fait quoi? On fait comment avec ça? Donc, c'est pour ça que je vais arrêter ici. Je veux vraiment prendre le temps de discuter de ce que j'ai vu comme problème. Je vais arrêter de partager pour pouvoir vous voir. Parfait. Merci beaucoup.